En Chine, ils présentent ce robot dont la démarche devient de plus en plus naturelle selon les rapports. Il imite la marche humaine. C'est bien, c'est une partie de ce qui se passe là-bas en Chine. Et tu vois, en parlant de robots et aussi de la Chine, les Chinois sont en train de se vanter. Ce robot a établi, un record, un jalon dans la robotique. D'après ce qu'ils ont affirmé, ce robot aurait déjà accompli 130 000 pas. De mieux en mieux, avec 47 degrés en plus. La Chine, le Japon, les États-Unis, la Corée et d'autres pays avancent fortement en robotique. D'autres pays, même en Amérique latine, connaissent des avancées notables en robotique, comme récemment au Brésil, au Mexique et aussi en Espagne, où les progrès sont intéressants. En général, on essaie donc d'apprendre de ce que l'on sait déjà, de ce qui progresse déjà ailleurs, mais aussi de proposer des choses différentes. La robotique fait déjà des pas très extrêmes, comme ce petit robot, ça devient intense. D'après les rapports, ce robot humanoïde, appelé Unitree, de Chine, aurait relevé un défi de 130 000 pas dans le froid extrême à Altaï Yangtze, selon ce qui est rapporté. L'idée était de prouver et démontrer la résistance selon ce qu'il montre là-bas. Aussi face à des températures extrêmes, parce que parfois on se demande, bon, ça fonctionne, mais à quelle température, quelle chaleur? Mais bon, le voir déjà, au moins à une température aussi extrême, ça te donne une idée. Ça t'en donne une idée? Oui, ils sont conçus pour l'extrême. Voyons maintenant s'ils supportent la chaleur à Monterrey, ce serait plus extrême. Voici une autre image marquante aujourd'hui. Cet événement. L'avertissement sur les avions et hélicoptères apparus au Liban et en Syrie, où ils affirment leur présence même si on ne les voit pas vraiment. On voit un avion larguer un liquide. Selon les rapports, ce sont des avions israéliens qui ont prévenu qu'ils largueraient aujourd'hui des produits chimiques non toxiques, soi-disant. Cela, évidemment, a attiré l'attention au cours de ces dernières heures. Selon ce que rapporte l'agence de presse F, cela a été signalé non seulement au Liban, mais aussi en Syrie. Voyons les détails rapportés, mais ici on voit comment ils ont jeté de l'eau. Le chimiste? Un chimiste parle d'une substance prétendument non toxique, ce qui inquiète malgré tout certains à cause de sa nature chimique. Pour les Libanais, c'est toxique, ils n'ont pas d'autres infos? Allons dans le détail avant les spoilers de Striga et commentons l'évolution de la situation. Le point, c'est qu'il y a eu, une attaque. Des avions militaires israéliens ont largué des substances chimiques inconnues dans des zones du sud du Liban. Également dans les informations multiples d'aujourd'hui, lundi 2 février, il a été rapporté que la mission de paix de l'ONU au Liban aurait fait un rapport, ou enfin la FINUL, préalablement notifiée par les forces de défense israéliennes. S'ils n'avaient crampé pas jugé cela toxique, ils n'auraient pas fait d'avertissement. Et en disant aux civils de se cacher, parce qu'Israël les a avertis que les civils devraient, se mettre à l'abri selon ce qui a été rapporté, ce qui suit. Il a averti les casques bleus de rester à l'écart et de se mettre à l'abri, obligeant la FINUL à annuler plus de 10 activités qu'elle avait dans la zone, ce qui a affecté un tiers de la frontière pendant plus de 9 heures. En avertissant qu'il pourrait y avoir un risque pour la santé, la FINUL a qualifié, c'est-à-dire l'ONU a jugé cette action inacceptable et averti qu'elle menace la santé de ses soldats et des civils sur place. Que se passe-t-il? Que sait-on exactement? La ministre libanaise de l'Environnement Tamara El-Sain du parti chiite Amal a aussi prélevé des échantillons. Elle a ordonné un prélèvement d'échantillons pour analyser la substance avec l'armée libanaise. Et donc, selon son analyse, elle a déclaré qu'elle n'est pas surprise que les échantillons soient positifs à la toxicité. Rappelons qu'au début de la guerre avec Gaza, il y a déjà eu une attaque préalable au phosphore blanc. Une attaque israélienne a brûlé environ 9000 hectares à ce moment-là. La semaine dernière, un incident similaire a également été signalé dans le sud de la Syrie, plus précisément dans une province appelée Rouaneitra, où un avion israélien a également largué un produit chimique. Les défis continuent, les problèmes persistent dans la région. Le fait est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les risques. Des échantillons ont été prélevés, espérons que le laboratoire pourra bientôt identifier leur nature.
Les zones touchées, comme Haïta et Al-Shaba, sont habitées, et c'est justement ce qui inquiète, parce qu'il y a là des zones rurales, disons, des zones de culture, d'agriculture, etc. Y a-t-il une solution en ce moment ? Demande de réaction de la part de l'ONU, dans laquelle une explication formelle est exigée de la part d'Israël, pour voir de quoi il s'agit dans cette situation. Parce qu'ils ont dû lancer ces produits chimiques dans 2 pays différents. Il ne précise pas quel produit chimique ni pourquoi. Pour des raisons militaires, il doit être utilisé. Que signifie cela? À quoi sert ce produit chimique? Quel est le problème? Là, ce n'est pas ce qui inquiète le plus dans ce sens, et puis ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est aussi le sujet, nous resterons attentifs aux informations. Un autre sujet attire l'attention. Cette image, si on peut l'afficher ici. Ce commentaire que fait Donald Trump lui-même sur l'affaire Einstein. Écoutons. Donc là, vous savez, je sais qu'il a fait une déclaration à mon sujet et sur Jeffrey Epstein. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir avec Jeffrey Epstein. En fait, le ministère de la Justice l'a annoncé. Il assure qu'il n'a rien à voir avec l'affaire Einstein. Eh bien, il dit même que le ministère de la Justice devrait dire « Nous avons d'autres choses à faire ». Non. En gros, il suggère qu'ils arrêtent d'enquêter sur cette affaire, qui évidemment ne fait que commencer. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il y a derrière cette affaire. Il reste beaucoup à découvrir et à apprendre sur ce sujet, où de plus en plus de noms proches de Tramo, dont Donald Trump, apparaissent, non. Donc bon, quand il dit que non, qu'il n'a rien à voir là-dedans, c'est ce que tu dis. Eh bien, c'est très différent de ce qui se passe réellement, et en fait, c'est plutôt le contraire. Il semble que les choses vont commencer à se refermer pour lui, que le cycle va se refermer. Un message se transmet en même temps. Cette fois-ci, donc, à propos de Gustavo Petro, le président colombien, nous allons écouter ce qu'il dit sur ce président, en termes de trafic au Venezuela. Eh bien, voyons voir, je veux dire, ça a été très bien ces 1 ou 2 derniers mois. C'était certainement critique avant cela, mais d'une certaine manière, après la guerre vénézuélienne, c'est devenu très bien. Il a beaucoup changé d'attitude, vraiment beaucoup. Il affirme qu'après que cela a commencé à se produire, eh bien cette situation, ce fut donc la descente de police qui a été faite contre Nicolás Maduro. La façon d'agir a été très différente de la sienne. Petro a été plus aimable, dit-il après cela, et bon, en gros, il se moque un peu du fait que Petro a eu peur, en gros. Après avoir vu qu'ils l'ont cherché, Maduro, la question est que... Le lendemain de l'incident avec Maduro, ils ont renforcé la sécurité autour de Petro. La question est-ce que Petro, sincèrement, je doute qu'il cesse de se moquer ou de faire des commentaires. Mais c'est vrai qu'il a ralenti, mais c'est comme ça. Petro baisse le ton un jour, il l'augmente un autre, il baisse un jour, il augmente un autre. C'est le style qu'il a toujours eu. Apparemment, ça marche pour lui, mais au moins ce message attire l'attention de la part de ce Trump. Allons directement à la situation actuelle en Iran et aux États-Unis, car plusieurs sujets importants y sont liés. Deux responsables iraniens anonymes ont fait des révélations au New York Times. Ce que Téhéran est en train de planifier en ce moment pour les prochaines réunions, il me semble que les réunions étaient prévues pour vendredi à Ankara, en Turquie. Et donc, selon le New York Times, citant ces deux responsables iraniens, Téhéran serait déjà prêt à suspendre complètement ou à fermer le programme nucléaire pour parvenir à un accord avec les États-Unis. Si ce rapport est confirmé, cela marquerait un changement extrêmement radical concernant l'opposition de ce pays sur ce sujet et non sur la suspension de l'enrichissement de l'uranium. À un moment donné, ils ont atteint 4,20, 60, quelque chose comme ça, un niveau qui est inutile pour ce qu'ils sont censés en faire, c'est-à-dire pour les centrales nucléaires, ce qui n'est pas le cas. Il me semble que 10% n'est pas nécessaire.
Donc, c'était ridicule parce que pourquoi en vouloir autant si pour ce que tu dis, vouloir l'utiliser, tu n'as pas besoin de ce pourcentage? Si le problème ici est, comme on le dit, comme s'il y en avait un. Une tentative constante de la part de l'Iran de faire perdre du temps sur ce sujet. Et il y avait deux options. Soit l'Iran voulait devenir le pays qui rivalise avec la Russie dans l'enrichissement de l'uranium. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils se lancent dans ce business, mais l'autre possibilité est qu'ils utiliseraient ce type de matériaux pour des armes, et il n'était même pas nécessaire que ce soit une arme atomique. Il existe certains types de missiles qui utilisent du matériel radioactif, par exemple, lorsqu'ils veulent fabriquer des missiles capables de pénétrer dans des bunkers, ils utilisent du matériel radioactif. Beaucoup de ces missiles ont été tirés en Afghanistan. En Afghanistan, ces missiles, bien que non atomiques, provoquent des problèmes de santé à cause de leur radioactivité. Donc cela a plusieurs fonctions du point de vue des armes, en plus du fait que, si cette situation est mal gérée, cela peut produire des armes. Ces bombes sales, bien que non atomiques, rendent des zones inhabitables pendant des siècles. Donc oui, c'est un sujet qui, a vraiment suscité des inquiétudes, cet accord. Si cette fuite se produit, l'accord aura des conditions plus strictes que le précédent avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méfiance des deux côtés, et je suppose que là, non, parce que là, il faudrait attendre. Mais ils vont devoir dire « voyons voir ». La seule façon d'avoir confiance que tu es bien dans un programme civil, c'est d'ouvrir tous tes bunkers, parce que c'est la seule manière de le savoir. Je doute fort que ça arrive. Mais au moins, ça leur donne quelques jours de plus avant de dire non dans 1, 2 ou 3 semaines. Le programme nucléaire continue ainsi. Comme ça fait des années qu'ils font la même chose. Ils disent oui et le lendemain ou les jours suivants, où ils laissent filtrer, comme s'il allait y avoir une négociation. Et au dernier moment... Pas vraiment. Ils disent que ce serait la toute dernière option, mais préfèrent celle proposée par les États-Unis. Avant la guerre des 12 jours, c'était que l'enrichissement de l'uranium iranien se fasse à l'extérieur, c'est-à-dire en Russie. C'est l'option qui leur semble la meilleure. Et que cela... Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, en aurait déjà discuté avec Ali Khamenei. Rappelle-toi, il était récemment à Moscou. Donc, c'est aussi l'option qu'ils veulent proposer, mais bon, s'il n'y a pas d'autre choix... maintenant. Supposément. Jusqu'à présent, même s'ils sont en dialogue. Et dans tout cela, on n'a pas vu beaucoup de participation de Vladimir Poutine, de la Russie, sur la question de l'Iran. Encore une fois, en laissant ses amis, il y a un côté, oui, en les laissant là, maintenant, il n'y a rien qui montre que vraiment la Russie intervient ici et pose une sorte de limite en disant « ici, personne ne peut toucher à mes amis ». C'est-à-dire non, clairement cela n'est pas en train de se produire, on est loin que cela arrive. Et cela montre aussi que, concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est un sujet qui va finir par se résoudre. Possiblement avec un conflit plus large ou avec une négociation où il n'est pas possible de négocier, comme le souhaite le Kremlin. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, assistera aussi aux négociations. Comme indiqué plus tôt, ces négociations se tiendront à Ankara, Turquie. Des personnes du Qatar participeront aussi. D'Égypte ? D'Égypte, d'où viens-tu ? Et il me semble que ceux de Turquie sont bons. Non. Turquie, Qatar, Égypte, États-Unis, Iran, les 5 pays participants. Mais ici, il n'y a ni la France, l'Allemagne, la Russie, ni la Chine. C'est-à-dire les pays qui ont le plus participé aux questions du Moyen-Orient. Pour ce qui est des pays neutres, disons, ça a été essentiellement le Qatar, de temps en temps l'Égypte et évidemment la Turquie, qui sont des pays devenus de plus en plus influents. Même si je dis que le Qatar est une zone très petite, en réalité c'est un pays vraiment très petit, non ? Mais c'est un plan qui a été conçu depuis déjà un certain temps, depuis plusieurs années, par les États-Unis. De dire « Écoute Qatar, nous allons te donner une protection, mais tu vas devenir un pays neutre. Tu connais la région, tu es central, à part, une zone stratégique, voyez sa position. Située au centre du golfe Persique, cette petite péninsule fournit 1/5 du pétrole mondial. Quel meilleur lieu que celui-ci pour abriter la plus grande base américaine au Moyen-Orient ?
C'est aussi devenu une zone neutre. Oman y participe souvent, sauf cette fois-ci. Ce qui attire mon attention, c'est qu'il semble ne pas être présent à la réunion. Non, ce n'est pas mal, il n'y a pas l'Arabie saoudite ni les Émirats arabes unis, mais le Qatar s'est imposé comme médiateur depuis plusieurs années. Eh bien, ce serait peut-être, s'ils y parviennent, un point important pour eux. Exactement. Eh bien, il faut voir ce que dira Aragashi plus tard, dans les prochaines heures. S'il confirme ce qui a fuité dans les médias, le Western Journal et le New York Times. Sinon, sans confirmation, c'est encore la même technique. Nous sommes lundi, donc cela fait presque une semaine, non? Bon, 5 ou 4 jours. Où peuvent-ils être sinon? Exactement. Il gagne du temps et il y aura. Nous savons ce qu'a dit l'Arabie Saoudite à propos de cette réunion, c'est aussi pour cela que l'Arabie Saoudite n'est pas assise là à la table. Parce que l'Arabie Saoudite s'est déjà mise dans la position que si les États-Unis veulent attaquer l'Iran, mais le Qatar, les Émirats arabes unis ou Oman ont été un peu plus neutres. L'Arabie Saoudite n'a pas été directe ni affirmé qu'il fallait attaquer, donc il est clair qu'ils ne peuvent plus être neutres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec d'autres pays comme l'Irak, la Syrie, des pays de ce côté-ci, l'Afghanistan, le Pakistan, qui sont voisins de l'Iran? Veulent-ils aussi s'impliquer dans cette affaire? Pour l'instant, ils restent très silencieux. L'Iran excelle à gagner du temps, un domaine où le régime des ayatollahs est expert depuis longtemps. Et donc, je ne sais pas si Trump a la patience en ce moment pour continuer à supporter cette situation. Et en plus, avec tout Einstein et toute cette situation interne qu'il traverse, il lui conviendrait très bien d'avoir quelque chose qui attire son attention, qui comble le vide d'information. Exactement, oui. Abordons d'autres sujets, mais ils le diront, même avec un prétendu accord, vu ce que nous avons constaté, ils agissaient ainsi. C'est comme ça que nous étions il y a environ 6 ou 7 mois. L'été dernier, on disait là-bas qu'une réunion allait avoir lieu, tout ayant déjà été discuté et un accord normal imminent. Tout était prêt pour partir à Oman. Et soudain, il y a eu l'attaque surprise de la part d'Israël et des États-Unis, enfin, d'Israël en réalité contre l'Iran parce que même les États-Unis n'étaient pas au courant. C'est-à-dire quand le lendemain, on a surpris Marco Rubio en train de dire que c'était une attaque unilatérale d'Israël. Ils l'ont prévenu quelques heures avant l'attaque, c'est ce qu'ils ont dit, mais vraiment à la dernière minute, juste quelques heures avant, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quelques jours plus tard, les États-Unis interviennent, mais leur première réaction fut « Ce n'était pas nous, non ?» Et ensuite, elle a dit « Bon, d'accord, c'est fait. » Et Donald Trump a dit « Bon, oui, d'accord, nous allons aussi participer, non ?» Ils sont déjà intervenus là, et cela parce qu'Israël l'a demandé publiquement, en disant « Écoutez, nous avons besoin de missiles de ce type, que seuls vous possédez, est-ce que vous allez nous aider ou pas ?» Et alors, les États-Unis sont intervenus. Les États-Unis n'étaient pas inclus dans ce plan et n'ont été informés que quelques heures avant. Donc, tout peut arriver actuellement. Non. Ce qui se passe dans l'affaire Einstein devient très intéressant. Et cette fois-ci, eh bien, les personnages qui ont décidé de parler, eh bien, ils l'ont fait et ont témoigné. Attention, il s'agit de Billy Hillary Clinton et cette photo. Ce sera plus clair si nous montrons cette image où voyons le Titanic couler. Je pense que c'est la position actuelle de Bill et Hillary, dans laquelle on parle de l'ancien président des États-Unis et de l'ancienne secrétaire d'État des États-Unis et ancienne, eh bien, ancienne, comment on appelle ça ? Secrétaire d'État, non? Non, ça je l'ai déjà dit, mais enfin, et candidate, exactement? Non, candidate à la présidence. Le navire est en train de couler et parmi eux, ils vont vouloir entraîner tous ceux qu'ils peuvent. Enfin, sinon, parce qu'aujourd'hui encore, Trump l'a dit. Non, eh bien moi je suis libre de tout péché. Oui, je ne sais pas où. Il a halluciné ça. Et il dit, mais Bill Clinton, Bill Gates et tous ces gens-là, eh bien, il y a des choses bizarres. Il dit, il y a des choses bizarres là, je ne sais pas quel est le truc. Et tu te dis, bon, ça se lit plutôt de cette façon. C'est-à-dire, ça se lit comme en regardant plusieurs infos en même temps. Donald Trump fait l'innocent, déclare, ne me regardez même pas, je n'ai rien à voir là-dedans. Et tente de blâmer les Clinton.
Et il dit, bon, allons-y, on va aborder le sujet alors. Ils n'allaient pas aborder ce procès. Ils n'allaient soi-disant pas en parler, parce qu'eux aussi disent n'avoir rien à dire. Beaucoup de vidéos sont déjà sorties, avec même des images des Clinton à certains événements. Et face à cela, eh bien, ils ont finalement accepté de témoigner. Ce qui pourrait en découler, en plus du fait que cela pourrait impliquer Donald Trump lui-même, qui devrait aussi témoigner. Autrement dit, cela pourrait contraindre non seulement Trump, mais aussi Melania à participer, oui, la première dame. Actuellement, eh bien, il va être témoin, ils vont témoigner, ils vont déposer devant le comité de surveillance de la Chambre des représentants, c'est-à-dire devant le Congrès des États-Unis. Ceci concerne spécifiquement le réseau de trafic de mineurs. Donc c'est un sujet très délicat parce qu'il se peut qu'ils vont témoigner, mais pour des raisons de gestion et d'aérosol, ils ne vont pas témoigner. Pour la partie la plus difficile connue. L'annonce a été faite aujourd'hui, quelques minutes après des semaines de menaces du Congrès de voter une résolution d'outrage. S'ils refusaient de coopérer, car ils n'ont pas voulu participer. Aussitôt, les mêmes démocrates ont dit « Tant pis, non, nous emmènerons ce qu'il faut. » Voilà. Selon Angel Urania, porte-parole de Bill Clinton, les anciens présidents ont négocié de bonne foi, mais accusent James Corner, président républicain du comité, de ne pas avoir fait de même. Dans sa déclaration, Urania a précisé que les Clinton sont prêts à comparaître et veulent établir un précédent applicable à tous, montrant leur volonté de collaborer malgré les désaccords politiques aux États-Unis. La date et le lieu de cette comparution n'ont pas encore été fixés, mais on pense que cela pourrait avoir lieu à New York, sous des conditions spéciales. Quelles seront les conditions spéciales? À quelle date cela aura-t-il lieu? Un jour public? C'est-à-dire, imagine ce qui peut en sortir. Il y aura des démocrates et des républicains qui vont questionner et ce qui se dira là-bas. C'est-à-dire, si on découvre par exemple qu'ils disent quelque chose et qu'ils mentent, ils peuvent avoir des problèmes, voire aller en prison. Selon eux, tout ce qui est dit là-bas est la vérité absolue et bien documentée. On leur demande « Est-ce que tout sera comme ça ?» Oui, maintenant oui. C'est une chasse pour trouver tous les coupables possibles, afin d'éviter que Donald Trump aille en prison. Mais cette situation prend de l'ampleur comme elle devrait le faire, parce qu'au final, ce sont des affaires très graves. Attention à cette affaire déjà en cours. Le fait qu'il s'agisse d'un ancien président en dit long sur la suite, et de nombreux personnages sont impliqués. C'est ce Clinton qui est là. Eh bien, dans les documents de Trump lui-même, sa propre épouse est mentionnée de nombreuses fois. De même, il y a aussi d'autres politiciens, des hommes d'affaires, des scientifiques de toutes sortes, et même des politiciens de différents pays. Hier, il y a déjà eu un... On commentait ici comment il a été écarté du gouvernement de Lettonie, que le chef de la sécurité là-bas, eh bien, il a été écarté. Il avait fait là-bas des commentaires forts entre Einstein et ce personnage, donc ils l'ont renvoyé et le sujet va continuer à grandir. Voir ces personnages bientôt au Parlement, c'est impressionnant même si ce n'est pas encore fait. Et ici, eh bien, quand les données arriveront, quand les choses sérieuses commenceront, dès lors, cela pourrait entraîner une conséquence plus grave pour Trump. De nombreux documents et informations ont été dissimulés. Beaucoup de noms ont été protégés, des personnes qui, clairement, d'après ce qu'ils disent, sont impliquées dans quelque chose de super, méga illégal. Comment est-il possible qu'ils cachent les noms de personnes qui doivent clairement être enquêtées? Il y a des gens qui font des menaces, des gens qui lancent des commentaires sur des plans assez bizarres dans les documents qu'il a faits. Comment est-il possible qu'il cache le visage de cette personne? Parce qu'il y a un cas, par exemple, d'une dame. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette personne. J'ai noté son nom, Suzanne Amblin. Oui, qui sait qui est cette personne ou son pouvoir? Mais elle, de quand? Elle a demandé des comptes à ce journal. Tabloïd également britannique. C'est un tabloïd britannique, très sensationnaliste. Après sa plainte, ils ont vite retiré toutes les informations. Le prince André, ancien prince, n'a pas réussi à faire la même chose avec DAZN. Oui, c'est-à-dire, comment est-il possible qu'elle ait fêté plus de pouvoir que même le prince? Qui est cette Susanna Amblin?
Attention, elle dirigeait une agence d'adoption nommée Kids to Families. Pourquoi gérer une telle agence? C'est très suspect. Autre sujet du jour, Epstein s'intéressait aux entreprises de fabrication de bébés. Comment dit-on à la carte? On ne va pas dire qu'il modifie l'ADN pour avoir un bébé avec des cheveux blonds, des yeux bleus, d'une certaine taille, mais il était très intéressé par ce business. Et puis il y a des documents et des mails où il est question que telle personne lui avait préparé certains petits d'Afrique. Par exemple, s'il les lui envoie, s'il ne les lui envoie pas, ou des choses absurdes, folles et certains noms qui sont effectivement effacés. Mais ce personnage, qui est-ce? Certaines personnes ont disparu, sont inconnues, et tu te demandes qui elles sont. C'est-à-dire peut-être qu'on voit là un sous-réseau qui est plus puissant que tout ce qu'on voit en ce moment et qui est totalement inconnu. Qui ne sont ni des politiciens ni des hommes d'affaires célèbres, ce sont des hommes qui passent inaperçus. Et ce sont, une partie de ceux qui gèrent tout ce genre de réseau. Mais une bonne partie de ceux qui gèrent tout ça sont simplement dans l'ombre, on ne sait rien d'eux. Et ça, c'est parce que le département de la justice a décidé de cacher les noms de certains personnages. Pourquoi ? Eh bien, évidemment, il y a des intérêts, non. Mais non. L'ordre, c'est de protéger les victimes, pas ceux qui sont les bourreaux. Discutons aussi d'autres sujets importants dans le monde. L'OTAN mène actuellement un vaste mouvement militaire. Et n'oublions pas qu'en dépit de tout ce qui s'est passé, l'OTAN continue ses mouvements, elle continue de se préparer. Il essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde, ce maroute, il essaie de comprendre comment est le leadership maintenant au sein de l'OTAN. Avec la méfiance qui existe envers le principal partenaire des chars américains, il essaie donc de comprendre quel est l'avenir de cette organisation. Mais en même temps, les exercices continuent, les exercices pour un militaire doivent se poursuivre, et cette fois-ci, le plus grand exercice militaire vient d'avoir lieu, du moins de ce que l'on peut dire pour ce début d'année. Bien qu'on pense que l'exercice qui se déroule en ce moment sera l'un des plus grands, et pas seulement l'un des plus grands, mais le plus grand. Du moins pour les 6 premiers mois, l'exercice se fait avec un déploiement de 10 000 sons. Dans la mer Baltique, l'une des zones les plus tendues, car ces derniers mois, surtout en 2025, où l'on voyait à l'intérieur de la mer Baltique des situations comme par exemple des sabotages, des mouvements étranges, disons-le, de ces bateaux fantômes, des ruptures de ces câbles sous-marins, d'un pipeline qui transportait aussi de l'énergie. Dans cette zone entre l'Estonie et la Finlande, de nombreux événements ont débuté en 2024 et se sont aggravés en 2025. Et maintenant, c'est là qu'il y a le plus grand mouvement militaire, du moins ces derniers mois. Exactement. Ce qui le rend unique, c'est l'absence des États-Unis, ce qui suscite de nombreuses spéculations. Ils ont pris trop de temps. Ils auraient dû agir dès le premier mandat de Trump. Avec un tel président, il est probable qu'un autre similaire suive. Et l'opération vise à tester la rapidité et l'efficacité de la réponse face à une attaque simulée contre un pays membre, en mettant en avant la capacité de déploiement de la force alliée dans un environnement en déclin. Et en fait, l'Espagne dirige les opérations navales depuis sa base de Rota à Cadix en mobilisant le navire d'assaut appelé Castilla et les frégates, Christophe Colomb et l'amiral Bourbon ainsi que le navire logistique Patiño. Et qui dirige d'ailleurs les opérations navales en mobilisant le Castilla, les frégates, Christophe Colomb et l'amiral Bourbon et l'amiral Bourbon.
C'est l'amiral Bourbon qui dirige depuis sa base navale de Cadix, mobilisant le navire d'assaut Christophe Colomb et l'amiral Bourbon. Exactement, le port allemand qui s'appelle Kiel est celui qui agit comme le point névralgique d'arrivée et de redistribution. Les objectifs et exercices se concentrent surtout sur les zones proches de la côte allemande. Pour les opérations, il s'agit d'opérations amphibies, de patrouilles de reconnaissance et de scénarios de combat simulés. Voici le sujet, des mouvements et déploiements intéressants. Maintenant, un autre sujet qui attire également l'attention, c'est ce qui se passe au Venezuela, où il y a une rencontre entre Delcy Rodriguez et les États-Unis. Elle se réunit exactement. Elle ne se réunit pas avec la nouvelle chargée d'affaires, ce n'est pas une ambassadrice, c'est la chargée d'affaires. Les États-Unis nomment souvent un chargé d'affaires lorsqu'ils n'ont pas d'ambassadeur dans un pays, comme au Venezuela. Première rencontre diplomatique au Venezuela entre le Venezuela et les États-Unis depuis 2019. Exactement, et aussi après la chute de Maduro, non? Le rapprochement intervient quelques semaines plus tard, sous pression américaine. Il faut se rappeler ce qui s'est passé, non? Cette prise de pouvoir, très rapide, avec Nicolas Maduro. Le 3 janvier demain, cela fera déjà un mois, et voilà. Selon la diplomate américaine, qui d'ailleurs s'appelle Laura Dogu, la rencontre tourne principalement autour d'un plan, le plan en 3 phases. Marco Rubio l'a évoqué récemment. Que vont-ils faire pour le Venezuela? Il s'agit de stabiliser, donc de gérer les chutes, les pertes économiques, la reprise et la transition vers la démocratie selon leurs prévisions. Je crois qu'il faudra 18 mois avant de nouvelles élections au Venezuela. C'est l'un des calculs qu'ils font, même si en réalité, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de date exacte. L'autre possibilité, c'est que cela soit rapide, en 1 ou 2 mois. C'est une possibilité qui est aussi envisagée, mais non, rien n'a encore été dit. C'est-à-dire, ils essaient de voir ce qui pourrait arriver au final, le calcul qu'ils veulent faire depuis le gouvernement de Delcio Rodriguez. Alors, qui pourrait survivre? Et ce qu'ils veulent en ce moment, c'est convaincre une partie de la population du Venezuela que, dans le futur, ils pourraient ou voudraient voter pour eux. Alors, ils vont faire tout leur possible pour l'obtenir. Pour convaincre? Pour vouloir convaincre. Mais en même temps, ils continuent avec beaucoup des mauvaises habitudes que le régime avait quand il était mature. Alors, on va voir ce qui se passe. Le message transmis aujourd'hui par Diosdado. Donnait aujourd'hui Diosdado. Exactement. Écoutons ce commentaire. Voyons. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Diosdado? Ils ont commis des délits et des actes condamnables. Sans aucun doute, ils ont commis des délits et des actes condamnables. Cela en faisant référence aux prisonniers politiques. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il dit, c'est que les prisonniers politiques devraient continuer à être des prisonniers politiques. Mais on va leur donner une chance de bien se comporter. Je veux dire, c'est de la folie, c'est le régime qui veut continuer à être le régime comme toujours. Israël a été répressif, donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on va continuer à réprimer. Nous allons leur donner cette opportunité, mais s'ils recommencent à faire les mêmes choses, c'est-à-dire être dans l'opposition, alors il dit qu'ils vont leur appliquer à nouveau la même chose. C'est de la folie. C'est pour ça qu'il va d'un côté et que lui, s'il veut aller de l'autre, c'est totalement différent. Ce personnage, je ne sais pas s'il ne peut pas ou s'il a totalement perdu le contrôle, ni ce qui se passe. Quand cela arrivait-il aussi? Parce que tout le monde regarde l'histoire de ce qui s'est passé au Panama, quand le dictateur est tombé à l'époque, quand les États-Unis sont venus le chercher. Que s'est-il passé quand ce Franco est mort? Et en effet, il y avait des personnages qui voulaient continuer à maintenir la même dynamique d'un régime autoritaire, aussi bien en Espagne. Il y avait des gens qui voulaient mal le faire, c'est-à-dire des politiciens qui ont essayé de déstabiliser. Tu te souviendras de ce militaire qui est entré armé au Congrès, n'est-ce pas? Celui-ci, nous le connaissons par l'histoire,
pas parce qu'il y a des vidéos de cela. Et aussi dans le cas de, du Panama et d'autres pays qui ont vécu cette transition, eh bien ça n'a pas été une transition facile en général. Il y a eu des problèmes. Ce personnage est très visible, mais il n'est pas unique. C'est-à-dire, comme lui, il doit y en avoir plusieurs qui pensent à vouloir maintenir les choses et le pouvoir par la force. Exactement. Par exemple, Diosdado ne dort pas chez lui, mais à l'ambassade d'un pays allié, probablement la Russie. C'est plus logique, ou la Chine, l'un des deux, par peur que les États-Unis viennent et l'emmènent. Finalement, il a maintenu son attitude plus agressive envers les États-Unis. Aujourd'hui, Maria Corina Machado se dit prête à rencontrer Delcy Rodriguez. Pour évoquer la transition, elle souhaite discuter d'un calendrier qu'elle qualifie de démocratique afin de rendre le processus irréversible. Elle dit que si c'est nécessaire d'échanger lors d'une rencontre pour définir le calendrier de transition, eh bien, cela se fera. Je l'ai dit, tout processus doit reconnaître que le 28 juillet 2024 marque une transition. Voici le sujet, nous verrons si la réunion a lieu. Passons à d'autres points importants. Merci d'avoir regardé. Remarquez qu'il y a une série de séismes qui se produisent dans une zone déjà bien connue pour ces séismes. Mais soudain, quand il y a quelque chose qui attire l'attention, eh bien ici, nous aimons en parler, il y a une série de séismes, encore une fois en Californie. Une activité qui surprend et qui, au moins, génère une alerte, un essaim sismique qui ne provoque pas d'avertissement d'urgence, mais qui attire tout de même l'attention. Environ 20 séismes ont été signalés dans la région ces dernières 24 heures. Eh bien, ces 2 dizaines au moins de petits séismes ont attiré l'attention, ont suscité l'intérêt. Dans la baie de San Francisco, en Californie, le plus fort a atteint une magnitude de 4,2. C'est sûrement pour cela que San Ramon attire l'attention. Exactement. Si vous vous souvenez, il y a environ 1 mois, nous vous avons aussi parlé de cette zone qui génère beaucoup de séismes. Eh bien, cette scène se répète encore une fois. Ces derniers jours, il y a eu, on parle déjà de plus d'une vingtaine de séismes en très peu de temps. C'est cette zone, il en montre une autre similaire, mais c'est bien de celle-ci que je parle. C'est San Ramon, juste en face de la baie. Voyons si je peux le placer ici. Là-bas, à San Francisco, ce n'est pas cette zone. Là, c'est San Francisco, et c'est dans celle-ci que cette carte se déplace. Voilà, c'est cette zone où une quantité importante s'est manifestée. Oui, ce sont beaucoup de séismes, il faudra rester attentif. Cet endroit-là, San Ramon se trouve sur une faille qu'on appelle la faille Calaveras, qui est une ramification de la faille de San Andreas. Et cela suscite la crainte que la rupture devienne plus importante, c'est-à-dire qu'il se produise quelque chose de plus grand que ce qu'était réellement cette faille de Calaveras. Eh bien, il faudra rester attentif à ce sujet, nous n'allons pas rapporter tout ce qui va se passer. En cas de problème, parlons-en ici. Si vous êtes en Californie, laissez un message ici. Nous sommes toujours attentifs aux commentaires, aux messages, aux courriels, aux informations que vous nous envoyez. Merci beaucoup d'être toujours là, toujours actifs. Passons à d'autres sujets, un peu plus sur le séisme, allons aussi vers d'autres thèmes importants. Les États-Unis font un mouvement insolite qui attire évidemment l'attention, surtout en pensant que l'Europe est dans la même situation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le président des États-Unis a annoncé un accord commercial avec l'Inde, dans lequel, ils vont à l'encontre de ce qui était proposé en réduisant les droits de douane. Cela, va représenter un avantage pour d'autres pays qui n'ont pas négocié ce sujet avec l'Inde. Le président Europa l'a fait, il le fait aussi et s'est moqué de l'accord. Trump se moquait de Banderley en disant que c'était la mère de tous les accords.
Donald Trump ne veut pas être en reste. Après avoir parlé avec le Premier ministre Narendra Modi, il a promis d'arrêter d'acheter du pétrole russe pour privilégier celui des États-Unis, ce qu'il fait déjà. Au fait, lui achètent-ils déjà ou vont-ils acheter ? Y a-t-il une promesse d'achat de pétrole vénézuélien ? Les ventes ont explosé en ce moment avec l'administration des États-Unis, car maintenant elles s'ouvrent, les ventes ont explosé. Actuellement, ils vendent déjà plus du double des derniers mois, c'est vraiment impressionnant. On peut en discuter plus en détail demain. Mais il y a plusieurs mois, Donald Trump anticipait déjà que, l'Inde arrêterait d'acheter du pétrole russe. Et eux aussi cherchaient à faire pression sur l'Inde pour parvenir à un accord commercial. C'est déjà fait, exactement. Ont-ils réussi à échanger le pétrole russe contre le pétrole vénézuélien ? L'Inde, selon ce qu'on dit, a accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe et d'en acheter beaucoup plus aux États-Unis et au Venezuela. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump aujourd'hui sur Truth Social. Oui, il a assuré que, de la part de l'Inde, toutes les barrières, aussi bien tarifaires que réglementaires, seraient réduites à zéro. Et en plus, qu'ils vont acheter pour 500 milliards de dollars de produits américains. Voilà, ils sont là. Ce sont de ces accords qui font partie, disons, de la pression qu'ils voulaient exercer avec les tarifs douaniers. Trump et Modi sont tous deux des personnages très curieux. Modi, c'est un Trump version indienne, non ? Il a aussi ses caractéristiques, avec beaucoup de commentaires et très durs, et larges, mais le point, c'est qu'ils sont parvenus à un accord, ils ont accepté de travailler ensemble. De nombreux experts en économie assurent que l'élan qui arrive pour l'Asie ne viendra pas seulement de la Chine, mais principalement de 3 pays, à savoir l'Indonésie, l'Inde et, évidemment, le Japon. Ce sont donc 3 pays qui essaient vraiment de pousser fort. La Corée du Sud, Taïwan et surtout la Chine sont de grandes puissances économiques concurrençant les États-Unis. Ce n'est plus seulement la Chine, car on en parle toujours. Il est évident qu'il y a plus de pays, et sur ce point, Biden, Trump, démocrates et républicains ont tous essayé, tout comme les États-Unis. Arrêter le moteur chinois est impossible, et cela ne convient pas aux États-Unis, qui cherchent seulement à le ralentir. Nous allons diversifier la progression de la Chine tout en assurant la continuité des affaires, mais aussi que le Vietnam, Singapour, l'Inde elle-même, ou que ces pays qui sont aussi des puissances ou des puissances potentielles puissent également croître et ne pas dépendre uniquement d'un seul pays, parce qu'on a déjà vu ce qui se passe. Ce réveil s'est surtout produit pendant la pandémie, lorsque la Chine a fermé toutes ses usines et déclaré qu'il n'y avait plus rien. Nous allons fabriquer sans rien faire, entrer ni sortir durant cette période, ce qui a poussé l'industrie à se déplacer ailleurs. De retour en Chine, ils ne reviennent plus, craignant d'autres fermetures si cela recommence. Donc il y a eu beaucoup de pertes à cause de ces changements qui ont été faits, mais ce sont des changements que la Chine ne récupère pas aussi facilement maintenant. Sujet intéressant encore sur l'Inde. Non, pas sur l'Inde, non. Faites attention à cela, et tant mieux pour le Venezuela. En ce qui concerne la question des affaires, espérons que cet argent arrive bien là où il doit aller. N'est-ce pas ? Remarquez qu'il s'agit aussi d'un sujet qui attire beaucoup l'attention, car il y aurait un changement, assure-t-il. Cela dépasserait donc tout ce qui a été vu auparavant dans l'espace, à savoir la création d'une quantité surprenante de satellites.
On ne parle pas, d'après ce qui est rapporté, d'un processus en cours ni d'une demande d'autorisation pour l'orbite. Dire cela maintenant est exagéré. Quand Elon Musk disait « Non, nous voulons mettre 19 000 satellites dans l'espace », les gens disaient « Waouh, 19 000 satellites, c'est énorme. Et maintenant, ils en ont déjà plusieurs milliers là-haut, non ?» Mais la demande en ce moment est pour mettre en orbite, écoutez bien cette information, 1 million de satellites solaires. L'idée serait de les utiliser comme centre de données pour l'intelligence artificielle. Un sujet qui attire beaucoup l'attention ici. Nous parlons de satellites qui ont une fonction différente de celle d'un satellite normal ou d'un satellite comme ceux de Starlink. Nous ne parlons pas, et ce n'est pas le seul projet de ce type depuis un certain temps. C'est-à-dire, l'idée est de placer des satellites qui fonctionnent comme des centres d'intelligence artificielle alimentés par l'énergie solaire. C'est-à-dire, ce sont des satellites qui seront, en théorie, plus éloignés de la Terre, avec ces panneaux pour être généreux avec la même énergie du Soleil. Gérer les données des sièges sans installer les centres. En utilisant l'énergie et l'eau, non pas d'ici, mais ils seront là-bas sans consommer d'eau, sans consommer d'énergie autre que celle du Soleil. N'est-ce pas? En plus, cela minimise. Imaginez par exemple ce que cela coûte de les refroidir. Rien que ça, pas comme ce que cela coûte de nous refroidir ici sur Terre. De plus, ici, il fait de plus en plus chaud, alors que dans l'espace, il fait très froid. On économise aussi sur ces choses d'entretien, de fonctionnement, et bon, non. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de pollution. Ici, c'est très compliqué parce que ces centres de données doivent être ultra propres, ultra nets pour que ces appareils durent encore plus longtemps. Leur donner plus de durée de vie là-bas, eh bien, ils seront dans le froid, sans poussière, sans ce genre de problème. Maintenant, oui, la tempête solaire est un problème, mais c'est tout. Exactement. Eh bien, les satellites profiteraient de l'explosion constante de l'énergie solaire dans l'espace pour alimenter ces centres de données autonomes et éliminer le besoin d'énergie provenant de la Terre. L'objectif est de révolutionner le traitement et le stockage des données nécessaires à l'intelligence artificielle qui aujourd'hui dépendent de coûts très élevés. C'est très cher en ce moment, alors on nous dit de ne pas remercier les intelligences car cela a un coût. Oui, c'est ça, elles n'ont pas reçu de remerciements. Tu ne peux pas dire merci à ChatGPT car Sam Altman dit que cela leur coûte de l'argent. Ah oui, même ça coûte de l'argent. Oui, chaque message coûte non. Maintenant, ça diminue de façon impressionnante, de plus en plus. C'est plus efficace car les idées visent l'efficacité, mais il faut penser autrement, ce n'est pas nécessaire sinon. Ce projet pourrait faire partie de la solution. D'autres souhaitent installer ce type de centre de données sous la mer. C'est-à-dire, il y a plein d'idées qui circulent, il y en a beaucoup en ce moment. L'autre jour, j'en parlais ici. Mais c'est encore en phase expérimentale, d'avoir des centres de données qui fonctionnent différemment. C'est-à-dire, ils ont d'autres éléments qui ne chauffent pas. Donc les neuros, semblables à des puces, mais dotés de neurones artificiels. Avec des neurones humains? Non, oui. Exactement, ce sont des neurones humains qui sont clonés en fait. Et avec ça, la chaleur et le traitement sont beaucoup plus importants, avec beaucoup moins d'énergie. Alors, cela pourrait aussi être une autre des solutions possibles. Voilà, ils essaient de voir des options. Pour revenir à la situation géopolitique mondiale, les forces syriennes prennent déjà progressivement le contrôle des installations où se trouvaient les Kurdes. L'accord se solidifie de plus en plus. Cela va apporter beaucoup de tranquillité aux Turcs ainsi qu'aux Syriens eux-mêmes. Ils disent « bon », ils concluent des accords et se serrent la main. Fondamentalement, ces divisions autrefois jugées insolubles sont désormais résolues par le dialogue. Quelques petits groupes restent en désaccord, mais la majorité, le FDS, a déjà accepté. Ils sont déjà en train de s'intégrer au même gouvernement, faisant aussi partie des mêmes soldats. Autrement dit, c'est une intégration qui ne sera pas facile, qui prendra peut-être des années, avant qu'on puisse la voir. Mais c'est une étape très importante pour que la Syrie commence à trouver cette unité que recherche précisément l'accord partiel que détient le ministère de l'Intérieur syrien. Eh bien, les villes de Hasakeh et Kwasami feraient déjà partie du gouvernement, c'est-à-dire qu'elles seraient déjà là, les forces du gouvernement. Aujourd'hui, ils entrent d'abord à Hasakeh, qui est un bastion kurde dans le nord-est du pays.
Dans le cadre de cet accord, les mesures marquent le début du transfert progressif des institutions militaires et civiles contrôlées par les Kurdes vers le pays et non vers l'État central. Exactement. Donc voilà, c'est une nouvelle intéressante. N'est-ce pas vraiment? Vraiment, il faut laisser faire. Le problème, parfois, avec les pays arabes, c'est qu'ils se voient encore comme des tribus. Ils se battent encore comme des tribus et ils oublient qu'ils sont un vrai pays. Exactement. Eh bien, ça va être comme ça. Et en plus, avec des décennies de division et des décennies d'un petit groupe contre l'autre, eh bien, il va falloir commencer à penser différemment à ce sujet. Passons à d'autres sujets importants. Un nouveau personnage arrive, il y aura de nombreuses rumeurs. Ignorez tout ce qui concerne Einstein et ce sujet. Mais l'un des personnages qui apparaît et que nous voyons en ce moment, enfin pas encore, mais il est là, regardez juste, voyons si vous le reconnaissez. C'est le fameux magicien, non? David Copperfield qui est là en train de serrer dans ses bras comme s'il portait cette Maxwell, non? La compagne ou l'ex-compagne de cet Einstein. Eh bien, d'après ce qui est rapporté, à l'époque, le FBI, en 2007, l'a effectivement enquêté pour déterminer s'il avait fait référence à une quelconque victime. C'est-à-dire, voyons, s'il y avait eu une victime qui aurait été impliquée dans cette affaire, c'est tout ce qu'ils disent. À l'époque, une femme de Seattle a porté plainte accusant David Copperfield d'agression sur une île privée à Ushakai. L'enquête a été close en 2010 sans inculpation, mais figure dans les nouveaux dossiers d'Epstein publiés par le département de la justice. On constate une amitié évidente entre David Copperfield et Jeffrey Epstein, révélée lors d'enquêtes distinctes en 2007. La note du FBI indiquait qu'il fallait enquêter pour savoir si les deux partageaient une préférence pour les mineurs et fait référence à des victimes communes qu'ils partageraient tous les deux. Donc eh bien, il y a quelque chose là-dessus qui devra continuer à être enquêté, nous verrons ce qui se passe. Jusqu'ici, après enquête, elle a été relâchée, mais les soupçons demeurent. Exactement. Le FBI a trouvé des dossiers, par exemple, dans la résidence de Copperfield, qui incluent des informations sur des femmes, des photographies, des contacts. S'il devait le noter, imagine s'il avait eu des relations avec cette personne ou non, juste pour être sûr. Plusieurs d'entre elles étaient invitées ou mentionnées comme telles par Epstein. Avec celle-ci... Passons à d'autres sujets également importants. Quelque chose d'étrange se passe à Washington. Il y a un cas très particulier auquel est confrontée la responsable de la sécurité, pas la directrice. Tulsi Gabbard, responsable du renseignement national des États-Unis, fait face à une situation très étrange, mais vraiment, vraiment étrange. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire dont on va parler, dans laquelle il y a des documents ultra secrets. Imaginez, c'est quelqu'un qui poursuit en justice la responsable du renseignement. Imagine comme ce sera difficile, car celui qui doit enquêter refuse de le faire. C'est bien la responsable des enquêtes les plus difficiles et terribles du pays, non? Alors, dans le cadre de toute cette enquête en cours, on sait qu'il existe un document qui, selon eux, est ultra secret, mais on soupçonne que cela pourrait être manipulé par les services de renseignement eux-mêmes. Eh bien, pour qu'elle nous enquête, il s'agit d'une plainte qui lui est adressée directement et qu'ils assurent. Eh bien, c'est une situation dans laquelle la personne qui porte plainte pourrait même être en danger. Tulsi Gabbard, l'actuelle directrice nationale du renseignement des États-Unis, fait face à une plainte déjà formelle de la part d'un lanceur d'alerte anonyme dont le contenu reste hautement classifié. Le Congrès n'a même pas encore pu y avoir accès, même le Congrès des États-Unis n'y a pas accès. Cette plainte alerte sur leur possible volonté d'effacer ce document et de faire disparaître, voire éliminer, l'individu. Je ne sais pas si c'est à ce point, mais c'est grave. Le Wall Street Journal enquête déjà. Selon des sources du Wall Street Journal, un conflit interne entoure la dénonciation, Gabbard étant accusé d'avoir bloqué sa divulgation, entraînant des affrontements juridiques et politiques.
Olivia Colman, porte-parole du DNI, a catégoriquement nié les accusations et affirme qu'il n'y a eu absolument aucune irrégularité de la part de Gabbard. L'inspecteur général a jugé les dénonciations non crédibles. Eh bien, C'est difficile quand la juge, disons que le juge, oui, eh bien oui. c'est vraiment dur, et c'est comme ça. Ce document, s'il tombe entre les mains d'un média, eh bien peut-être qu'on va bientôt apprendre quelque chose d'étrange là-bas. Bizarre, non? Mais ce sont ceux-là? Comme il y a quelque chose qui est en train de brûler pour Trump, S'il veut éteindre, il y en a déjà une autre en feu, donc pour lui, la solution semble être d'allumer des incendies partout. Et il se dit, mon petit incendie n'est qu'un feu de camp comparé à ce qui se passe ailleurs. ça fait presque 1 an, ça date de mai de l'année dernière, et bon, tout suit les canaux habituels, mais ce n'est pas encore arrivé au Parlement. On sait qu'il y a un saut de privilèges exécutifs, ce qui signifie que Donald Trump y a apposé un sceau pour que cette information soit hors de portée du Congrès. Je ne sais toujours pas ce qu'est une dictature. Ils couvrent tout cela ensemble. Eh bien, c'est incroyable. C'est une ingérence, donc certains l'accusent d'être illégale, et tôt ou tard, eh bien, cette information va sortir. Mais pour l'instant, Tulsi continue, elle reste active, elle continue ses fonctions. Non. La semaine dernière, il s'est produit quelque chose d'inédit aux États-Unis. Le FBI a mené une perquisition surprise au centre électoral du comté de Fulton, en Géorgie. La présence de Tulsi Gabbard a aussi beaucoup attiré l'attention. Eh bien, aujourd'hui, on révèle qu'après cela, Tulsi Gabbard a passé un appel direct à Trump. Et des agents qui enquêtaient sur les bulletins de vote de Géorgie. Rappelle-toi que Tulsi Gabbard était la médiatrice lors de la réunion secrète. Cet enregistrement a beaucoup attiré l'attention. Évidemment, cela a allumé de nombreux signaux d'alarme sur la possibilité de vouloir contrôler les élections, demi-mandat. D'après ce que l'on sait, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, était présente à l'enregistrement et a ensuite eu une réunion à huis clos avec des agents. Même si son poste n'inclut pas ses tâches, elle n'a pas à les faire. Donc, que cherchait-elle? Rien, elle n'a rien à faire là dans ses enquêtes pénales. Voilà. Selon 3 sources, Gabbard a contacté Trump et les agents par téléphone sans recevoir d'ordre direct du président. Son contact a été décrit comme un discours motivationnel, d'après d'anciens procureurs. Et des experts comme David Luffman avertissent que ce type de participation sape l'indépendance du FBI et du département de la justice. Cela en fait un outil du président pour qu'il fasse ce qu'il veut, pour qu'il le sorte aussi des ennuis, comme nous le voyons dans votre cas. C'est très curieux, c'est vraiment, vraiment incroyable. Eh bien, c'est comme ça. Dans cette situation, passons donc à un autre sujet important. Merci beaucoup aussi à Vicky. Salutations. Vicky dit avec beaucoup d'affection. Merci pour tout, allez dîner, salutations, merci beaucoup, salutations Vicky. Et nous suivrons ton conseil. Merci à la communauté qui nous soutient via le super chat ou le super merci en bas et dans la description. Plusieurs moyens existent pour soutenir cette chaîne. Nous remercions ceux qui sont déjà abonnés et qui mettent un like, et bien sûr à ceux qui font un pas de plus, qui nous donnent un coup de main et nous soutiennent, c'est aussi toujours très apprécié. Allons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Un sujet qui continue de susciter la controverse, évidemment, à cause des défis et des problèmes que ce lycée là-bas aux États-Unis, a causé. Et voyez-vous, eh bien, on dit maintenant que si le gouvernement de Trump leur donne l'ordre, est-ce que ceux du lycée devront porter des caméras? Indispensable pour savoir s'ils agissent légalement ou non et garder une trace grâce à l'enregistrement. Exactement. Aujourd'hui, la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, Christina Hahn, a annoncé qu'à partir de maintenant, les agents de l'immigration qui se trouvent, par exemple, à Minneapolis, vont commencer à porter des caméras corporelles. Eh bien, suite au décès de 2 citoyens américains qui participaient à des manifestations, son commentaire précise que dès maintenant, toutes les forces en service à Minneapolis porteront des caméras corporelles.
Ce problème a été beaucoup remis en question, notamment sur l'absence exacte de cet enregistrement. Eh bien, voilà où en est la situation, non. C'est vraiment très dur. Ce que fait Lys est bon dans de nombreux cas, car c'est un sujet, fondamentalement du racisme criminel, essentiellement qui est exercé contre beaucoup de personnes. Une série de cas de civils qui auraient été directement touchés est en train d'être étudiée en ce moment. Non seulement ceux à qui on a tiré dessus, mais aussi d'autres types de cas. Bien sûr, Certains ont perdu la vue, par exemple. ceux qui ont perdu la vue ou qui ont eu un quelconque problème à cause des attaques de ces groupes. Bon, passons à un autre point, à un autre sujet également intéressant. Juste pour conclure, avant de passer aux commentaires, on signale en ce moment une série d'attaques avec des missiles balistiques là-bas en Ukraine. C'est un sujet qui continue, la guerre ne s'est tout simplement pas arrêtée. Et donc le problème, c'est que non seulement ça ne s'arrête pas, mais en plus les attaques continuent de se produire de manière très étendue. Ils utilisent les drones et des missiles balistiques contre diverses zones, y compris des infrastructures civiles. Exactement, d'accord. En ce moment, les attaques sont dirigées directement contre la ville de Kiev. Cela se passerait dans la nuit du 3 février et cela vise les villes les plus importantes, y compris la capitale. Nous resterons attentifs demain pour observer le réveil de l'Ukraine et de sa capitale face à cette situation. Non. Ces cessez-le-feu ne sont jamais respectés, et ce n'est pas terrible. Passons aux commentaires. Allons donc aux commentaires. Comment allez-vous ? Alex, que dites-vous si on passe la parole à ceux de l'AIS ? Mais certains hispaniques continuent leurs méfaits, malgré la violence, dit Alex. Ce n'est pas lié à une autorité, n'est-ce pas ? C'est comme, dire, je ne sais pas, le meurtrier tue une personne. Ah, mais il y a aussi des mauvaises personnes dans le monde ? Eh bien oui, évidemment, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que ça change, non ? C'est-à-dire quel rapport avec le fait qu'une autorité attaque et commette des actes illégaux contre la population ? C'est un point totalement différent, mais bon, je te salue, salutations aussi à Pixel. À 67, Non, celui-ci, oui, c'est ça. Il n'y a aucun moyen de justifier les actions de ce groupe, n'est-ce pas ? Ou il n'y a vraiment aucun moyen de justifier. C'est un sujet terrible, et c'est la vérité, je ne sais pas, on ne comprend pas. Tu veux dire que des hispaniques ou latinos rejoignent l'ICE. C'est hallucinant que des gens se couvrent le visage. S'ils étaient fiers de leurs actes, ils ne le feraient pas. Une vraie autorité ne devrait pas se cacher. Ils ont honte car, au fond, ils savent que ce qu'ils font est mal. Bonjour Martin Gutiérrez, comment vas-tu Francisco Ars ? Bien Roble, et toi ? Bien Valerias Delmar ? Salutations Adilson, comment vas-tu ? Très bien Maria González Benedicto, très bien à toute la communauté qui arrive, comment allez-vous ? Raoul, très bien, quoi de neuf ? bonjour à Raoul Sachs, comment vas-tu? Salutations Raoul. Comment vas-tu? Et Francisco Arsa Angie, comment vas-tu? Angie, Amanda Alvarez, très très bonjour. Pablo Bartera. Et ici aussi, il est écrit salutations à 6-7, c'est écrit la terre de la liberté. Oui, bon, évidemment, il y a des défis, parfois il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire. Cela ne signifie pas pour autant qu'il y ait plus de liberté dans d'autres régions, évidemment, je suppose que non. Qu'il faut faire un examen approfondi du pays qu'ils veulent, non ? Je veux dire, veulent-ils un pays ? Eh bien, avec les libertés qu'ils vantèrent auparavant. Ou veulent-ils continuer à se diriger vers l'endroit où ils sont, parce qu'ils vont vers un point où ces libertés sont loin d'être celles qu'ils avaient antan ? C'est aussi un sujet très important, non ? Salut Seven, très bonjour Adilson, comment vas-tu ? Tout va bien ? Salut, comment ça va Roble ? On espère que tu vas très bien, salutations. Salutations à Julio Benavides, comment vas-tu? Jusqu'à Lima au Pérou, que dit Lima? Salutations à Raquel Velasquez, salut papa. Peut-on se renseigner sur le projet Encore de la NASA? J'ai entendu un compatriote, salutations de Madrid. Salut, comment s'est passée ton arrivée à Madrid ? Tout va bien ? Oui, nous allons vérifier avec plaisir. Salutations à Adam qui dit bonjour compi.
Salutations aussi à Fatima. Et salutations à Tapatia, que dis-tu, Tapatia? Salutations Tapatia à Raquel Velasquez. Seven précise qu'ici, des experts font gagner du temps, d'où une civilisation de plus de 5000 ans en référence à l'Iran. Eh bien, Gisela dit bonjour, l'affaire Epstein a tout révélé, dommage pour tant d'impunité. Comment vas-tu, Gisela? Salut. Eh bien, nous ne vous l'avons pas partagé, mais Marjorie Taylor a fait une vidéo, elle qui était auparavant très engagée, très républicaine, très pro-Trump. Et quand Trump lui parle, parce qu'elle dit que quand Trump lui parle, enfin quand n'importe quelle personne politique lui parle, elle met toujours le haut-parleur pour que toute son équipe de travail puisse écouter, et Trump lui parle. Très contrariée, car rappelle-toi qu'elle a mis le plus de pression avec un républicain et un démocrate pour rendre les documents publics. Et il lui disait qu'il ne pouvait pas les sortir parce que, eh bien, ça allait nuire à beaucoup de ses amis, a-t-il dit. Mais il y avait des victimes, tu les as reçues dans ton bureau ovale et elles ne méritaient pas d'y être. Et donc, imaginez comment on dit. À ce moment-là, évidemment, j'ai dit non, eh bien, je ne peux pas rester ici. Eh bien non, imagine, non, c'est incroyable. Santé, comment va José González? Merci beaucoup de nous accompagner, santé José Flores. Aussi mon homonyme, un autre, plusieurs homonymes. Aujourd'hui, dit Ruben. On ne parle pas de Ruben. Salutations à Ponapone. José Aznar, ex-président d'Espagne, était présent, ainsi que son fils et son gendre. Oui, non, toutes les familles comme Trump et ses enfants sont concernées. Eh bien oui, il dit merci, nous sommes en direct. Santé Ruben, comment ça va là-bas? Comment vois-tu la situation? Raconte-nous là, s'il te plaît, qu'est-ce que tu ressens, toi, qu'il se passe? Santé, dit Pépé, salutations du Nicaragua. Comment ça va avec le froid? Ici, à Managua, tout est très calme, c'est bien que les choses soient tranquilles là-bas. Tu sais, non, pas aujourd'hui. En vérité, nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions de sortir. Je peux seulement te dire qu'il fait frais, mais c'est agréable. Oui, il doit faire autour de 10 degrés ici, mais avec du soleil pendant la journée, donc on se sent très tranquille, disons, un froid très agréable. N'est-ce pas? Oui. Exactement. Oui. Dit Christie. Commentaire. Oui, c'est déjà sorti. L'héritière de la couronne de Norvège, elle aussi célèbre, est aussi l'épouse de l'héritier. Mais oui, elle aussi. C'est déjà sorti. C'est déjà bien exposé. L'épouse c'est la mère de ce jeune homme qui est impliqué. Aujourd'hui encore, un prince de Belgique est sorti. J'ignorais même son existence. Aucun pays n'est épargné. Oui, celui-ci est bien. Peut-être dans des pays très pauvres. Ça me rappelle le cas de « et qui sait pourquoi celui-ci ?» Eh bien, et puis ces pays vont là-bas pour ne pas emmener des gens. C'est-à-dire, ça me rappelle toutes ces conspirations qui sortaient depuis des années et des années. Je ne dis pas évidemment qu'il n'y a pas des choses totalement irréelles dans ce genre d'histoire, mais il y en a aussi d'autres qui ensuite s'avèrent des vrais, non? Oui, comme ces cas dont on parlait du MK Ultra, ça semblait hallucinant, ça semblait que c'était là. C'est-à-dire c'est faux. Plus tard, dans des documents de la CIA, ils finissent par le reconnaître. Disons, ce projet a existé, disons qu'ils l'ont soi-disant abandonné, mais il a existé alors soudainement. Oui, la réalité dépasse la fiction parfois. Pas exactement. Beaucoup de choses resteront inconnues, car le responsable du projet, malgré l'ordre du Congrès de ne rien brûler, a tout détruit. Imaginez l'état que ça devait être. Salutations Francisco, très bien, Pablo dit. Les incendies de forêt continuent. Curieux, il n'y a pas beaucoup de gens de gauche. Où ça? Dans les, bien sûr, pour commencer, les Clinton sont là. Dans ce Chomsky... Les démocrates sont de gauche. Où Chomsky est aussi, oui, super de gauche. Non, ce n'est pas rempli de gauchistes et de droitiers. Il y a de tout là-dedans, vraiment de tout. Archer. De droite, oui. Salut à Piston Roca qui nous suit depuis l'Uruguay, comment ça va? Salutations Eugène James, salut Adriane, comment vas-tu? Maria González, oui c'est ça. Elle est partout. Il y en a de toutes sortes, ils sont incroyables. Des scientifiques, des entrepreneurs vraiment impressionnants. Salutations à Leonardo Escudero, également à Griselda Vilches. Comment vas-tu Griselda? Gerardo Hernandez. Et il y a aussi Adilson ici. Salutations Adilson. Bonsoir Eugène James, salutations. Quoi de neuf? Comment allez-vous? On dit Sendeños au Panama.
Salutations jusqu'au Panama, très bien. Ruben Williams, comment as-tu été? Quoi de neuf, Adrian? Comment vont les choses en Espagne? Même Chomsky s'est manifesté. Imagine-toi. On ne peut plus faire confiance à personne. Oui, il s'est passé de tout, vraiment tout, dit Victor. Comment vas-tu? Salut à toi aussi, Brezeka, comment ça va? Salut Jalala, comment ça va? Quoi de neuf? Bonjour aussi à Maria Gonzalez. Très bien, dit-il. La commère a dit à la marmite, « La vengeance est un plat qui se mange froid, et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. » Salut Mercedes, très bien. Dit Marcos Herrera. Il y a de la perversion dans toutes les idéologies. Exactement, c'est partout. Comment est-il possible que des personnes aussi puissantes, aussi intelligentes, se laissent entraîner par des choses aussi basses? Oui, c'est vraiment impressionnant, le fait de lui serrer la main. Je n'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Dans ces documents, Il y a bien une photo d'Epstein avec lui, mais c'était lors d'un événement où ils ont pris la photo, c'est ce qu'on dit. Mais ces pratiques existent en politique, dans le milieu artistique, dans l'Église. Enfin, oui, elles existent, partout. oui, on les voit, dit Gérardo. Une affaire devant les tribunaux internationaux, poursuit-il, rendra le procès de Saint-Joseph insignifiant. Oui, il ne devrait rien se passer. Enfin, oui, chaque pays devrait chercher, d'accord? Où sont les miens pour les juger? Parce qu'en vérité, ça n'arrivera pas, mais ce serait bien. Dit Martin. Vous pensez vraiment que Cuba va changer? Ce sont surtout les populations qui souffrent, ajoute Martin Gutiérrez. La situation, c'est que en ce moment, le gouvernement cubain donne des signes qu'il va négocier. La télévision d'État cubaine est sortie ce matin pour commenter que ils publient un communiqué disant « Nous n'acceptons aucun groupe terroriste et collaborerons avec les États-Unis ». Et l'affaire est close. La partie institutionnelle n'est pas sortie. Ils ont laissé de côté, comme ce commentaire très agressif, « Non, pas aux États-Unis ». Et soudain, ils ont dit « Eh bien, nous allons négocier, soi-disant ». Est-ce qu'ils allaient c'est vraiment négocier? Est-ce pour ça qu'ils poseront la question à Trump? Et Trump dit « L'effondrement a déjà eu lieu, c'est-à-dire l'effondrement est déjà là, à l'intérieur du Venezuela ». Mais Trump a aussi reconnu que s'il négocie avec de l'altruisme, alors c'est ce que disent les États-Unis et ce que dit Cuba. Les deux s'accordent à dire qu'il y a un dialogue, mais se demandent où il mène. C'est-à-dire vers une négociation d'une transition vers quelque chose de démocratique ou vers quoi? N'est-ce pas? Actuellement, sans essence, alors qu'il y avait déjà peu de touristes. Le tourisme n'a pas disparu de cette rue. Non, les agences de tourisme commencent à envoyer les gens vers d'autres endroits, d'autres zones des Caraïbes, parce qu'elles voient le problème comme étant à long terme. Ce qu'on leur disait avant à la Visora, c'était d'y aller avec une lampe de poche. C'est-à-dire, si vous partez en vacances, les mêmes agences vous disaient d'y aller avec une lampe de poche, avec des batteries supplémentaires pour les téléphones portables, etc. Mais maintenant, on en est au point où même ça, non, dit Maria. C'est triste qu'il provoque l'un des incendies en voyant l'état de la planète, dit Maria Gonzalez. Comment vas-tu, Maria? Salutations, dit Macu. Ça l'arrange d'être le 33e état du Mexique, dit Gérardo. Comment vas-tu? Salutations, dit Marcos. Cuba souffre depuis 67 ans, dit Marcos. Comment ça va, Marcos? Salutations. Devrait-on faire une émission spéciale sur l'affaire Epstein? Il y a beaucoup d'informations? Oui, beaucoup. Oui, il y a une émission où Pépé explique, pas le cas Epstein, mais le beau-père, celui qui serait le beau-père, disons le beau-père, parce qu'il n'a jamais été officialisé, celui d'Epstein. Le père de Maxwell qui a un parallèle très intéressant avec Epstein. Oui, il y a quelque chose et c'est possible. Nous allons résumer chaque jour ce qui va émerger, pas seulement les choses les plus intéressantes, car c'est une affaire qui va durer longtemps. Il dit cela. Comment vas-tu, Fernanda? Salutations. Très bien, Fabrice, comment vas-tu? Salutations à Julio Benavides, un grand salut aussi. Dit Julio Benavides. Mike Hammer, l'attaché commercial américain agressé, fait un travail remarquable. Il rend visite aux gens, selon Julio Benavides. Oui, bon, ici nous le montrons sur l'image de l'ambassadeur. Eh bien, il va sur le terrain, disons, et il frappe aux portes des Cubains. Oui, salutations à Gisela Hines, comment vas-tu aussi? À Labado? Elle dit « Hello baby, salutations à Labado ». Bonjour, comment allez-vous? Maria Gonzalez, Francisco Arce, très bien. Norma, ça va? Salutations en Argentine, comment ça va? Norma, c'est Mata? Salutations, très bien.
Eh bien, allons-y. Allons-y, les gars. Nous sommes sur WhatsApp, Telegram, X, Instagram et Facebook où nous envoyons aussi des notifications. Une accolade, portez-vous bien, on se voit demain, avec les informations. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de nous avoir suivis. En vérité, c'est PP en direct. La vérité est dure, l'insolite réel. Nous l'analysons ici avec une perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne PP en direct pour suivre Pépé et Astrid qui disent la vérité. Journalisme brut et respect ici. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel.